Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition du Scanner du mois de mars 2020. Un mois chargé en actualité politique et vous n'y couperez pas cette fois encore puisque nous allons bien sûr parler de la campagne des municipales avec notre invité. Il est politologue, directeur de recherche au CNRS, observateur expert de la politique locale. Avec lui nous parlerons de Montpellier mais aussi de Sète, de Lunel, de Béziers ou de Frontignan. J'accueille Emmanuel Négrier. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Avec moi pour l'interview, Benjamin Théoul, fondateur de votre média d'investigation locale, le DOC. Bonjour Benjamin. Bonjour tout le monde. En deuxième partie d'émission, nous retrouverons Cécile Hautefeuille, journaliste au DOC, pour notre rubrique Retour sur enquête et nous parlerons de la sale campagne sur Twitter. Donc cette campagne étonnante, folle, foutrarque, les qualificatifs utilisés dans les médias pour désigner la campagne de Montpellier ne manquent pas. 14 candidats, un milliardaire, un clown, une pastèque explosée, un maire sortant déclaré au dernier moment, une liste citoyenne municipaliste de plus en plus poil à gratter. Alors Emmanuel Négrier, pour commencer, est-ce qu'à Montpellier on est vraiment chez les fous? Alors, ce serait faire injure à tous ces candidats qui composent des listes et qui se projettent dans l'action publique. D'un côté, on peut considérer qu'on est dans une phase avancée de décomposition politique, par rapport aux autres métropoles en tout cas, et si on compare sauvagement Toulouse et Montpellier, il y a 12 candidats d'un côté et 14 de l'autre, ça veut dire que dans les métropoles, il y a déjà une fragmentation politique. Mais le cas de Montpellier est spécifique en ce sens que ce ne sont plus les partis politiques qui se fragmentent, alors qu'avant ils étaient en coalition. C'est à l'intérieur même de ces partis que les fragmentations vont bon train. Quasiment toutes les forces politiques sont fragmentées de l'intérieur. Les seuls qui résistent à cette fragmentation, on peut le dire, c'est la nouvelle formule du Parti des travailleurs, donc, dont on peut penser, sans trop se tromper, qu'il ne va pas faire des scores mirifiques. Exactement la même chose pour ce qui est du candidat qui avait l'étiquette Rassemblement national jusqu'à il y a peu. Voilà, là ce sont des formations politiques cohérentes, lutte ouvrière bien sûr, mais en dehors de ça, la France insoumise est au moins explosée en 2, sinon en 3 formations politiques, les Verts en 3, sinon 4, le courant, la République en marche en 2, voire 3, et le Parti socialiste également, lui-même, son héritage s'est fragmenté. Donc en fait, c'est un scénario qu'on ne connaissait pas à Montpellier, qui est sans doute lié au fait qu'en 2014, avant d'autres villes, Montpellier a connu la disruption Sorel. Et que donc cette décomposition, qui n'est pas simplement une fragmentation des partis politiques, mais une décomposition de l'offre politique, est toujours vive. Il y aurait donc malgré tout une spécificité locale qui sera amplifiée par la victoire de Philippe Sorel en 2014 en dehors du Parti socialiste. Oui, ce que je pense, c'est qu'il y a une spécificité locale qui est liée d'une part à ce que je viens d'indiquer sur la disruption Sorel 2014, elle-même liée au fait que le modèle montpelliérain était un modèle de gouvernance relativement long, 27 ans de fraîchisme, comme on le dit, et ces 27 ans de fraîchisme apparaissent aujourd'hui comme un âge d'or difficile à dépasser, y compris pour des candidats qui pourtant, a priori, se situeraient à front renversé de l'offre politique fraîchienne, si on peut la qualifier ainsi. Alors, sur Europe Écologie Les Verts, qui a eu le vent en poupe suite aux européennes, dans la plupart des métropoles, les études d'opinion montrent ce parti au-delà de 20%. Malgré la division, qu'est-ce qui empêcherait Europe Écologie Les Verts de ne pas se retrouver au second tour à Montpellier? Alors ce qui l'empêcherait, c'est bien sûr la division. Mais est-ce que cette division aurait un réel impact finalement? Pour l'instant, on peut considérer qu'en effet, entre une première campagne Europe Écologie Les Verts, où, disons, les électeurs les plus intéressés par la compétition électorale ont repéré Clotilde Ollier, pour les autres, ceux qui vont s'intéresser à la campagne vraiment au dernier moment, et il y en a plus qu'on le croit, ils vont voir une candidature Coralie Mention. D'autres qui voient les choses de plus loin vont se souvenir que Jean-Louis Roumégas était un candidat Europe Écologie Les Verts, et puis d'autres encore vont faire le choix d'Alain Cadoulin. Donc devant ce bazar-là,
on peut tout à fait imaginer le scénario du crash industriel des Verts, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'aucun ne se retrouve au-delà de 10% en capacité de faire alliance avec d'autres. Alors vous avez parlé justement de la disruption Sorel 2014, donc cet effet de rupture, il ne peut plus compter dessus aujourd'hui. Sur quel électorat il peut s'appuyer pour être réélu en 2020 ? Alors, c'est pas tout à fait évident qu'il ne puisse pas compter dessus quand même, hein, parce que on ne peut pas dire qu'entre 2014 et 2020, les partis politiques à l'échelle métropolitaine ou locale se soient refait la cerise. C'est même plutôt le contraire. Et dans le cas de Montpellier, c'est une décomposition avancée. Autrement dit, Philippe Sorel peut toujours, fonder son programme, son projet politique sur cette décomposition, en étant celui qui finalement reste quand tous les autres se sont dépeuplés. Néanmoins, ce qu'on peut constater dans le cas de Philippe Sorel, par rapport à d'autres candidatures sortantes, c'est que, d'une part, les scores qu'on lui annonce, je ne voudrais pas parler des sondages parce que je n'y crois pas, mais l'impression qui domine, c'est qu'il affronte, un mécontentement inhabituel auprès de ceux qui constituent d'une certaine manière le capital politique premier des sortants. L'administration municipale, l'administration métropolitaine, un certain nombre d'associations. Donc là, peut-être le premier cercle de la politique montpelliéraine va faire défaut à Philippe Sorel. Son électorat demeure quand même dans le deuxième cercle. Et qu'est-ce qu'on sait de l'impact de Philippe Sorel dans les quartiers à la faveur de ses multiples réunions, rencontres, etc. Troisième avantage, c'est l'avantage des néo-montpelliérains. On sait sociologiquement que les personnes qui s'installent dans un premier temps ne votent pas parce qu'ils ne sont pas forcément bien inscrits ou pas encore inscrits, mais quand ils décident de voter, ils votent plus fréquemment que les autres en faveur du maire sortant. Parce que c'est celui qui symbolise un petit peu le choix que ces personnes ont fait de venir s'installer à Montpellier. Et Montpellier, je vous le signale, c'est quand même une ville où on ne va pas en subissant le choix. C'est un choix en général qu'on fait plutôt positivement. Autrement dit, il y a une espèce de coalition symbolique, si vous voulez, entre un choix personnel et une étiquette politique quand on ne connaît pas trop le landerneau local et quand on a du mal à se repérer collectivement avec des gens qu'on connaît et qui pourraient orienter tel ou tel vote. Autrement dit, il peut avoir un avantage là-dessus. Il pourra avoir un avantage auprès des électeurs les moins intéressés et qui vont s'intéresser au dernier moment à cette élection. Coup de bol pour Philippe Sorel, il a obtenu le numéro 1 sur les affichages. Ça renforce encore, pour ceux qui ne sont pas très attentifs à cette campagne, une espèce de rôle du maire sortant. Et enfin, sociologiquement, le vote Sorel va être un vote plutôt plus vieux que la moyenne. Et on sait que l'élection municipale est une élection où l'électorat âgé domine. Sur les programmes, on entend beaucoup parler de sécurité, d'environnement et un petit peu de mobilité. Par contre, dans les propositions, elles se rejoignent un peu toutes. Plus de policiers, un nouveau commissariat, de l'alimentation bio et locale, etc. On a l'impression qu'il n'y a pas de clivage entre les candidats. Certains estimeraient même que chaque candidat pourrait se retrouver sur une même liste unique. Finalement, en cette absence de clivage ou en cette illusion de clivage, comment l'électorat peut s'y retrouver ? Alors l'électorat montpelliérain, puisqu'il s'agit de Montpellier, oui. Il est, par rapport à votre question, plutôt gâté. Parce qu'il y a des étiquettes qui permettent un premier repérage. Même si ces étiquettes, et vous le soulignez à juste titre, donnent lieu à des propositions programmatiques dont on se demande, si on ne regardait pas l'étiquette, on pourrait se demander qui propose telle ou telle solution. Hein, et ça va assez loin entre la gauche de la gauche et puis l'extrême droite. C'est encore plus vif, votre question, dans les petites communes, où on voit s'affronter Ozon Maraussan contre Maraussan Avenir, Ensemble, ou C'est nous, enfin bref, des slogans qui symboliquement sont tous évidemment rassembleurs, mais qui ne signifient rien de plus que ce rassemblement. Donc dans le cas de Montpellier,
ce que je trouve assez intéressant, c'est que tous les candidats néanmoins se positionnent. Et quand on a vraiment des débats thématiques, on voit bien les nuances qui existent sur les questions de sécurité, par exemple, entre la liste Nous Sommes et le Rassemblement national, entre les candidats plutôt proches de la droite et plutôt proches de la gauche. Il y a quand même des formes de sensibilité différentes. Prenons par exemple le cas de la moisson. Le traitement de la moisson, alors pour ne pas aborder la question de la sécurité en premier, mais sur le cas de la moisson, il y a des réponses qui sont exclusivement sécuritaires. Oui. Et d'autres qui sont sécuritaires, culturelles, qui touchent à la question du sport, notamment avec le dossier du déménagement du club de football et du stade de football, du coup, par conséquent. Donc il y a quand même des différences, des nuances, mais c'est un débat qui se cherche. Est-ce que ça veut dire que les marques politiques vont reprendre le dessus? Je pense dans un deuxième temps, oui. Mais peut-être pas cette année. Vous avez publié dans The Conversation un article sur la place, ou plutôt la non-place de la culture dans cette campagne municipale. Pourquoi elle ne mobilise plus la culture? En effet, parce qu'on ne la retrouve dans aucun programme. Alors, on la trouve quand même un peu. Elle ne mobilise plus pour des raisons sociologiques qui appartiennent au milieu de la culture et qui tient, comme un paradoxe, à sa professionnalisation. Si vous vous souvenez des élections précédentes, on avait déjà fait ce constat que la culture trouvait difficilement sa place dans les programmes des candidats. Il y a une raison cynique. Cette raison, c'est que la culture fait plutôt consensus pour le mandat sortant dans des villes qui ont à peu près toutes rempli leur catalogue des grands secteurs de politique culturelle, qu'il s'agisse de l'événementiel, des arts vivants, du patrimoine, des festivals, etc. En gros, on n'en parle pas parce que tout va bien? Non, on n'en parle pas parce que c'est très difficile de rentrer dans la critique professionnelle ou sociologique de la politique culturelle telle qu'elle est visée. Le deuxième point, c'est que si la culture s'est professionnalisée, le milieu qui la défend se croit désormais autonome et essaye de construire une offre artistique et culturelle en dehors du combat politique. Or, en fait, si les politiques culturelles sont nées dans les années 70 dans les principales villes, c'est précisément parce que les acteurs culturels faisaient toujours le lien entre la culture par la politique et la politique par la culture. Hein. Ce lien est aujourd'hui distendu. Les acteurs culturels prétendent faire de la culture sans faire de politique, grosse erreur, et du coup les politiques se disent mais pourquoi m'embarquer dans le secteur culturel pour y gagner des voix politiques alors que c'est plutôt plus hasardeux que de parler de mobilité, d'environnement ou d'urbanisme. Et pourtant, vous soulevez justement dans cet article, c'est très intéressant, vous soulevez la nécessité d'un nouveau débat sur la culture qui serait utile dans la campagne, justement. Ah, j'en suis absolument persuadé. Et ce que je vois quand même poindre aujourd'hui à Montpellier, c'est quand même, on en parlait à l'instant, sur le cas particulier de la paillade ou de la moisson, comme on voudra, l'idée que finalement il puisse y avoir par la culture des solutions que l'approche sécuritaire, l'approche purement sociale, urbanistique, ne sont pas capables d'atteindre. Donc il y a effectivement une efficacité à retrouver du combat culturel, mais ça n'est pas le combat culturel des années 70. Et c'est là où on est face à une rupture à Montpellier, sans doute plus sensible que dans les autres métropoles, parce que Montpellier a été sans doute plus loin que toutes les autres métropoles dans la logique néo-keynésienne d'une politique culturelle de grands établissements, de grands labels nationaux, de festivals internationaux, donc d'une offre sciemment beaucoup plus importante que la demande même. Que la demande. Et la demande, elle est montée. Hein. Il y a un public de la danse à Montpellier, il n'y en a pas un à Toulouse. Mmh. Un autre oublié de la campagne, mais vous en avez parlé plusieurs fois jusque-là, c'est justement les quartiers populaires. Donc on parle de la moisson, mais on ne parle pas vraiment de la thématique des quartiers populaires en gros, si ce n'est en termes d'insécurité ou d'urbanisme, justement, vous l'avez dit. Ça témoigne de quoi aussi, ça, le fait qu'on parle peu des quartiers populaires? Alors on en parle peu
pour, à mon avis, deux raisons. La première, c'est qu'on ne sait plus trop quoi y faire dans les partis institutionnalisés. La politique de la ville a montré à la fois son efficacité considérable et en même temps les limites de cette efficacité. Si on ne change pas de modèle économique, on ne peut pas non plus attendre d'une politique publique qui est à cheval entre l'urbanisme, l'éducation, le social, etc., de faire des miracles. Hein, c'est que finalement, à l'échelle des maires, ils se sentent impuissants à agir. Donc, sur ces... Il y a une vraie difficulté à affronter par l'action publique les détresses multiples que représentent ces quartiers. Il y a une deuxième raison, c'est la faible implantation des formations politiques, qu'elles soient d'ailleurs politiques ou apolitiques, populistes, locales, qu'elles soient sortantes ou pas sortantes, cette faible implantation dans les quartiers. Autrement dit, les quartiers populaires sont dans une situation de double peine à Montpellier, comme à Béziers, comme à Perpignan, etc. La double peine étant que ce sont les électeurs qui souffrent le plus du déficit d'action publique, qui sont les moins représentés par du personnel politique dédié dans les listes, et qui participent le moins parce que leur identité sociale, sociologique et de quartier fait que on a des taux de participation extrêmement faibles. Ceux qui auraient donc le plus besoin de l'action publique sont ceux qui y sont les moins affiliés par l'offre et par la demande politique. Donc vous travaillez sur la mutation du rapport des citoyens à la politique, ça fait partie de vos thématiques de recherche. On vous questionne forcément sur Nous Sommes, vous les avez suivis dans cette campagne, j'imagine. Qu'est-ce que vous pensez de l'émergence de ce municipalisme ? C'est une des premières élections où on voit le municipalisme émerger sur la scène de la campagne. Comment vous analysez ça ? Bon, alors d'une part, c'est le fruit de la décomposition des autres offres, la nature politique ayant horreur du vide. Nous Sommes émerge de ces impasses. Que je trouve en partie extrêmement positives. Parce que Nous Sommes, et le municipalisme plus généralement, ça évoque le mouvement des années 70 qui s'est débarrassé de la SFIO, du Parti radical et des partis de droite de l'époque, tous hyper conventionnels, pour promouvoir les intérêts d'une nouvelle catégorie sociale qui émergeait, d'une nouvelle classe moyenne, plutôt éduquée, qui ne se retrouvait pas dans l'offre politique de gauche, communiste ou SFIO, ou de droite, encore moins. Et qui a promu dans l'agenda public des politiques publiques non négligeables. Si on en est là dans les métropoles françaises en matière d'urbanisme, de culture, on en parlait, mais également d'action sociale, c'est aussi parce qu'il y a eu ce mouvement qui a donné naissance par exemple à Montpellier au réseau des maisons pour tous, avant d'engendrer des politiques de ZAC, des zones d'aménagement concerté avec des pourcentages très élevés de logement social intégrés dans ces grands projets urbains. Donc qui a donné naissance à la politique urbaine, je dirais, de ces 30 dernières années. Bon, ce modèle-là, il est en train d'arriver à son terme. Ça, c'est mon hypothèse. Non pas qu'il faille le liquider, mais il faut le reconstruire sur d'autres bases. Des bases qui tiennent compte à la fois des enjeux de mobilité, des enjeux de risques climatiques et des nouvelles formes de sociabilité. Nous sommes, c'est l'expression d'une nouvelle classe sociale qui est caractérisée par une relative haute échelle de capital culturel et scolaire et un niveau de capital économique en retrait. Cet écart-là signale un problème d'insertion dans la vie publique, dans la société, un problème d'insertion sociale, mais aussi un problème d'insertion politique. Cette formation ne se retrouve pas dans les offres plus conventionnelles. Donc le municipalisme, alors il faut en dire un mot, c'est un peu l'étendard et en même temps la principale difficulté d'un mouvement comme Nous Sommes. Le municipalisme, ça veut dire quoi dans une ville qui est à la tête d'une métropole où la liste municipale compte 50% des sièges des conseillers? Qu'est-ce que c'est que le municipalisme à l'heure métropolitaine? Donc là, il y a une vraie difficulté parce que autant en ville de Montpellier, un mouvement municipaliste
émerge à pignon sur rue, même si à Montpellier il faut qu'il s'appuie sur des ressources politiques exogènes, comme une partie de la France insoumise, Canal Mélenchon. Mais dans les autres communes de l'agglomération, et pas des moindres, hein, Castelnau, Saint-Jean-de-Védas, Jacou, Latte, etc., pour citer les principales, où est le municipalisme? Où est donc le projet politique qui puisse, à l'échelle métropolitaine, renverser la donne? Il y a eu des tentatives à Castelnau, mais qui ont échoué. Oui, pas tout à fait échoué, mais bon, qui sont un peu en difficulté. Nous sommes aussi enterrés un peu l'ère de Georges Frêche. On a des anciens adjoints du défunt maire qui se retrouvent sur plusieurs listes à Montpellier. Est-ce que ces élections municipales, est-ce que le fréchisme peut survivre à ces élections municipales? Alors, le fréchisme est mort. Il a vécu, il a bien vécu, mais il est mort. Ça dépend de ce qu'on appelle le fréchisme, bien entendu. Si c'est l'évocation de l'œuvre de Georges Frêche ad libitum, je pense que Montpellier mérite mieux, hein, que d'une évocation devenant nostalgie. Montpellier est une ville plutôt moderne, avec ses difficultés modernes, qui ne se laisse pas soit résoudre par des solutions des années 70, 80, 90, et qui ne se laissera pas sans doute enfermer dans une espèce de rapport nostalgique à l'action publique des parents et grands-parents. Donc le fréchisme est mort pour une raison qui tient d'une part au fait qu'il était basé sur une forme de néo-keynésianisme urbain et métropolitain qui n'a plus les moyens de sa politique et qui sans doute ne répond plus aux besoins développementalistes d'aujourd'hui. Le fréchisme, c'est aussi la construction d'une métropole de l'entreprise, avec une logique d'artificialisation des sols prononcée, avec des zones d'aménagement, des zones de développement économique assez relativement insouciantes des enjeux environnementaux. Je pense que cette ville-là, elle est achevée. Le projet politique qui vise à l'orienter, à la réorienter, à la réparer, à lui donner un nouveau souffle, n'est pas fréchiste. Il n'y a pas les moyens pour cette politique, et sans doute n'y a-t-il pas non plus la configuration politique pour le faire. On a dit en introduction qu'on ne s'arrêterait pas à Montpellier. À Béziers, le maire sortant Robert Ménard semble solidement implanté. Toujours, d'après vous, pourquoi est-ce qu'une opposition n'a pas réussi à se créer à Béziers? D'abord parce que Béziers est historiquement fragmenté. Les mandats successifs de Raymond Couder ont stupéfait la plupart des observateurs de la scène biterroise, parce que c'était la première fois depuis très longtemps qu'un maire était réélu et accomplissait la totalité de son mandat. Pensez qu'avant lui, le symbole de la stabilité municipale, c'était Claparède, et il n'avait pas achevé son deuxième mandat, il avait simplement été réélu. Donc Béziers est une ville de l'instabilité chronique, et là aussi, un petit peu comme Montpellier aujourd'hui, c'est à l'intérieur même de toutes les formations politiques que se situent les fractures. Donc c'est ce qui expliquait le succès de Robert Ménard. Robert Ménard au pouvoir, c'est assez compliqué de le dire. Premièrement, et comme Julien Sanchez à Beaucaire d'ailleurs, c'est d'abord une grosse politique de communication particulièrement efficace, puisqu'elle consiste d'une part à provoquer, pour mettre soit les disruptifs, soit les followers de son côté, soit une campagne qui s'appuie sur les succès de politiques menées par d'autres niveaux. L'intercommunalité, typiquement, dans le cas de Béziers, l'État, également le département de l'Hérault, pour ce qui le concerne. Donc finalement, il y a une assez grande habileté de la part de Robert Ménard à avoir pu susciter chez pas mal de ses opposants une sorte d'effroi au moment où en 2014 il a pris le pouvoir, pour ne cesser d'engranger des « ah ben finalement c'est pas si terrible que ça », Ménard, jusqu'au point où Jean-Claude Guessot, Jean-Claude Guessot n'a pas trouvé mieux que de dire que finalement à propos de Robert Ménard, celui qui dirait que Robert Ménard n'a fait
que des erreurs serait un imbécile. Quand il n'y a que ça à dire pour parler de Robert Ménard, quand on est vraiment dans l'opposition à Robert Ménard, on peut dire qu'on est en grande difficulté. Donc, par ailleurs, les raisons qui font que Béziers se radicalise sur le plan politique sont toujours là. Un taux d'inégalité sociale considérable, finalement une absence de gestion des quartiers, la fermeture de centres sociaux, la mise au pas d'un certain nombre d'associations de traitement social des quartiers, tout ça pour l'électorat biterrois, ça compte peu. Hein, ça compte peu parce que les quartiers populaires votent peu. Hein. Autrement dit, il y a une forme non pas de consensus, le mot serait fort, mais il y a une forme d'acceptation, soit molle, soit dure, du fait accompli. Et ça n'a rien résolu de la fragmentation de l'offre politique biterroise, et ça n'a rien résolu des capacités de projeter autrement à Béziers. Et à Béziers, comme à Beaucaire, du coup l'enjeu s'est déplacé de manière assez symptomatique depuis la conquête du pouvoir ou le maintien de ces équipes au pouvoir à l'échelle municipale vers la conquête de l'intercommunalité. Communauté d'agglomération dans le cas de Béziers, communauté de communes dans le cas de Beaucaire. Sur l'union des droites impulsée par le maire de Béziers, n'est-ce pas finalement un petit effet médiatique? Parce que dans la réalité, la fédération des Républicains, elle n'a pas vraiment bougé. Il y a une bascule de quelques individus, sur Sète et Lunel notamment. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'union des droites? Est-ce que ce n'est pas un brin caricatural? C'est le rêve de Robert Ménard. Finalement, cette petite réussite électorale, c'est le coup d'après un retentissant échec idéologique. Hein, qu'avec Host à droite, Robert Ménard pensait à Béziers être le grand recompositeur, sinon le compositeur de cette union des droites. Il n'a récolté que des seconds couteaux opportunistes de chacune des petites chapelles de la nouvelle droite, qui est en réalité fort ancienne, sans pour autant capitaliser là-dessus, au contraire. Mais finalement, pourquoi il a persévéré et pourquoi ça prend un tout autre sens en matière électorale, c'est que dans cette région, le Front National, puis le Rassemblement National, c'est devenu la force hégémonique à droite. Et dans un certain nombre de configurations politiques, des élus de droite, et non des moindres, tout de même, se sont dit, voilà, est-ce qu'il vaut mieux perdre les élections et conserver son âme, si je puis dire, ou finalement faire le choix de la bascule disruptive droite-extrême droite, et à ce moment-là, conserver son pouvoir. C'est un dilemme classique pour la droite, et effectivement, on voit que dans un certain nombre de cas les plus aigus, Frontignan, Sète, Lunel, et puis au-delà Vauvert, évidemment, le choix de la droite a été, enfin d'une partie de la droite, a été de voler au secours d'une éventuelle victoire de l'extrême droite. Ce qu'il explique dans cette région, c'est que depuis longtemps, la droite a considéré avec beaucoup de distance la jurisprudence Chirac, qui consiste à établir une frontière étanche entre la droite dite républicaine et l'extrême droite. Je vous rappelle qu'en 86, en 98, Jacques Blanc avait pactisé avec le Front National à l'époque pour éviter que la région ne tombe dans l'escarcelle de Georges Frêche, considéré comme un péril démocratique donc plus important que l'arrivée du Front National ou l'association du Front National au pouvoir. Sur Lunel et Sète, les deux maires sortants sont soutenus à la fois par les Républicains et par le parti au gouvernement, La République En Marche. Ces deux maires, respectivement Claude Arnaud et François Comnène, sont-ils en danger? Ils sont en danger pour cette raison, qui est que dans ces deux cas, on est dans des villes qui sont en difficulté, indépendamment de l'image que Sète a au travers des médias, de sa transformation en vaste scène télévisuelle d'une part, et puis en scène récurrente de la vie festivalière et notamment musicale.
C'est quand même une ville qui est en difficulté, une ville qui perd de ses habitants, une ville qui a une identité populaire assez forte et où les revenus sont finalement assez faibles. Les revenus moyens, le taux de pauvreté, voilà des critères qui expliquent les difficultés et de Sète et de Lunel. Et quand vous arrivez à ce constat, vous vous dites finalement quelqu'un qui représente la République en marche et qui donc représente une vision extrêmement positive, optimiste, de certaines catégories sociales plutôt de la mondialisation triomphante. Ceux qui vont bien. Voilà, il y a une sorte de décalage cognitif entre cette offre politique et puis la réalité du terrain. Alors, ce qui contrebalance ça, c'est que vous aurez remarqué que ce sont des candidats sortants qui sont soutenus par la République en marche, mais qui tiennent l'étiquette à une distance respectable, premièrement, et deuxièmement, qui sont extrêmement bien implantés sur le terrain, donc ils peuvent compenser à la fois par leur propre capital électoral personnel et les réseaux dont ils bénéficient en tant que sortants, cette espèce d'étiquette un peu gênante qui, malgré tout, leur colle à la peau, un peu comme le sparadrap pour le capitaine Haddock. Alors on va terminer avec la ville de Frontignan. Donc si le Parti Socialiste perd cette municipalité, il ne détiendrait plus de ville au-dessus de 10 000 habitants dans l'Hérault. Est-ce que c'est un scénario envisageable ? Ben là, c'est un scénario qui ne concerne pas que Frontignan, mais l'ensemble des villes, puisque le Parti Socialiste est candidat dans des villes de plus de 10 000, voire même plus de 100 000 habitants. Donc en vous posant cette question-là, vous faites l'hypothèse que le PS va faire chou blanc sur l'ensemble des autres villes, même là où il n'est pas sortant. Est-ce que c'est envisageable ? Là, effectivement, donc ça pose un problème de la survie du socialisme sur le littoral, d'abord. Parce que, effectivement, quand vous faites parcourez le littoral languedocien, eh bien, pour trouver des villes de gauche, il faut vraiment scruter à la loupe. Il y avait Collioure, en son temps, il y a eu même Port-Vendre, il y a quelques années, mais Frontignan était pratiquement l'une des dernières. Je dis été, mais en me plaçant dans votre hypothèse. Alors d'une part, le jeu n'est pas fait, même si effectivement Frontignan est un de ces cas de fusion entre une partie de la droite et l'extrême droite pour conquérir le pouvoir, même si Gérard Pratot, le candidat du Rassemblement national, est particulièrement bien enraciné. Il symbolise la victoire de l'enracinement contre le bonapartisme du Front National avec des candidats interchangeables et pas d'enracinement local. Donc voilà donc des circonstances qui risquent de faire mal dans ce cas-là, puisque Pierre Bouldoir, le maire historique du PS à Frontignan, ne se représente pas et qu'on sait très bien dans ces cas-là qu'il est toujours difficile d'hériter du capital politique du maire sortant quand on est là à devoir faire ses preuves, même quand on a été un collaborateur de longue durée du maire sortant. Mais finalement, il y a des problèmes de transmission du capital politique d'un sortant finissant à un challenger qui pâtit forcément d'un problème de notoriété. Donc effectivement, il y a là un véritable problème pour le PS dans la région. Ce n'est pas la seule région où le problème se pose, mais le PS ou la gauche plus généralement, la gauche non communiste ou la gauche unie, a exercé et continue d'exercer à l'échelle départementale une hégémonie assez forte. Donc là, on est face à un gros défi, qui n'est pas qu'un défi pour les municipales, mais qui est un défi pour les prochaines élections départementales et régionales. Un grand merci à vous, Emmanuel Négrier, pour cet éclairage. Bienvenue donc sur cette campagne un peu folle. Et on enchaîne sur la rubrique Retour sur enquête. C'est donc Cécile Hautefeuille, journaliste au DOC, qui vient nous parler de la sale campagne sur Twitter. Un article publié le 31 octobre dernier. Donc bonjour Cécile. Bonjour. Alors, dans cette enquête, tu t'es intéressé aux invectives, aux petites phrases et aux grandes lâchetés de nos élus sur Twitter. Donc, on y trouve notamment Jean-Jacques Sarcia du cabinet du maire, l'élu Abdi El Kandoussi, ou encore Luc Alberne et ses 13 comptes potentiels. Alors, pour commencer, pourquoi ce sujet t'a semblé pertinent ? Pourquoi tu l'as proposé ?
Ça faisait un moment, quelques mois déjà, que j'observais, je passe beaucoup de temps sur Twitter, et que j'observais un petit peu tout ce petit mondillo échanger, s'invectiver surtout. C'est ça qui m'a frappé le plus, c'est que je trouvais que... Alors le débat, il est très sain, il est toujours très sain, mais je trouvais que par moments, c'était tout sauf sain sur Twitter. C'était des invectives gratuites, des moqueries, et aussi des moqueries sur le nombre de likes et de retweets que font les posts de certains. Alors, on explique quand même les likes, bon, ça c'est assez facile, c'est un peu comme sur Facebook, c'est j'aime. Les retweets, c'est quand on décide d'envoyer le tweet à sa propre communauté. Donc ça propulse le tweet un peu plus dans le fil de Twitter. Et j'avais remarqué que certains élus ou membres du cabinet se moquaient des opposants en disant « Ah, votre tweet n'a fait que 2 likes et 2 retweets, c'est nul ». Et du coup, voilà, je trouvais que c'était assez intéressant d'en parler parce que, encore une fois, c'est pas toujours très constructif et parfois c'était même franchement bas de plafond sur les remarques. Et puis, ce qui m'a intéressé aussi, c'était de voir tous ces comptes anonymes avec des noms parfois improbables qui pullulaient. C'est ça. Est-ce que tous ces comptes justement anonymes renvoyaient, j'ai parlé de Luc Alberne du coup en introduction, est-ce que on parle de lui effectivement? Alors sur les comptes qui sont venus m'accuser de piratage, non, clairement, c'était d'autres comptes, mais en ce qui concerne l'élu Luc Alberne, effectivement, je remarquais qu'il y avait toujours les mêmes comptes anonymes qui retweetaient et likaient systématiquement les tweets de Philippe Sorel, d'autres aussi d'ailleurs, et de Luc Alberne. Systématiquement, Luc Alberne était liké et retweeté par une série de comptes qui étaient tout le temps les mêmes. Et donc, je me suis intéressée à ça et je suis allée chercher la méthodologie. Je ne l'ai pas inventée, puisque je ne suis pas quelqu'un qui maîtrise le piratage. Je l'ai trouvée sur Check News, qui avait utilisé cette méthodologie et qui l'avait d'ailleurs expliqué dans un article. On fait comme si on voulait récupérer un mot de passe. Donc, on va sur Twitter, récupération de mot de passe, on met le nom de l'utilisateur et on clique sur récupérer le mot de passe. Et là, apparaissent une partie de l'email qui a été utilisé pour la création de l'identifiant. Alors la plupart est barrée, on a juste la fin du mail. Ouais. Et si la personne a renseigné un numéro de téléphone, on a les 2 derniers chiffres du numéro de téléphone. Et c'est ce qui, toi, t'a permis C'est d'identifier ce qui qu'en m'a tout permis. cas, c'était le même auteur. J'ai remarqué qu'effectivement, il y avait 6 comptes dont le numéro de téléphone terminait comme celui de Luc Alberne, et 7 autres comptes qui avaient la même terminaison également, dont l'un était relié à une certaine Madame Alberne. Donc, ça m'a donné quelques doutes, mais encore une fois, j'ai rien piraté, et après la publication de l'article, on a reçu des copies écran en pagaille qui montraient des gens qui avaient reçu des tentatives de piratage. Sauf que ces captures d'écran, elles étaient datées d'après parution de l'article. Donc bon, moi, une fois que l'article est publié, j'arrête. Tu n'es pas une pirateuse. Voilà, compulsive. et en plus, avec la méthodologie que je viens de vous expliquer, en fait, la personne ne reçoit pas de message, puisque je ne clique pas sur « récupérer le mot de passe ». C'est juste c'est juste Twitter qui prévoit de pouvoir accéder à cette page. C'est accessible à tous, en fait. Mais c'est pas du tout du piratage, et ça n'envoie aucun message à l'utilisateur. Je n'ai rien fait d'autre que d'aller regarder ça. Ok, alors effectivement, dans ce que tu relates dans l'article, on voit des choses moches, c'est exactement ce que tu viens de dire. Et ça date du 31 octobre, comme on l'a dit. Donc maintenant qu'on est dans le temps fort de la campagne, est-ce que ça s'est calmé ou est-ce que on imagine... Non, ça s'est pas calmé. Et puis ça s'est amplifié, puisque forcément, encore une fois, Twitter, c'est un endroit où il y a du débat, donc c'est tout à fait normal. Ça s'est amplifié puisque tous les autres sympathisants et les autres candidats déclarés à l'élection municipale participent aussi à ce bruit sur Twitter. Donc ça s'est amplifié. Parfois, il y a des débats qui sont assez sains, mais clairement, les invectives, les moqueries et les blagues bas de plafond, non, ça continue. Et les comptes anonymes, alors maintenant, il y en a encore plus. Mais pas que dans la majorité. Hein. Oui, c'est ce que Chaque j'allais te demander. candidat... Est-ce qu'il y a des candidats qui s'illustrent un peu plus sur Twitter ou Alors, chaque candidat a son lot de comptes anonymes qui viennent troller les autres. Mais clairement, en tout cas, moi, c'est mon point de vue d'observatrice, clairement, dans le camp de la majorité, il y a beaucoup plus de tweets
Il y a un engagement qui est beaucoup plus fort. D'ailleurs, Philippe Sorel a été déclaré comme une des personnalités avec un taux d'engagement très fort sur Twitter, mais c'est parce que, et ça a été raconté dans l'enquête du doc, apparemment, d'après l'ancienne élue Brigitte Roussel-Galliana, qui maintenant a rejoint Patrick Vignal, d'après elle, quand elle était dans la majorité, elle recevait des consignes pour retweeter, liker régulièrement, ce qui évidemment propulse le taux d'engagement. Et pour en revenir à ta question, non, c'est toujours un peu moche quand même sur Twitter, c'est même beaucoup plus moche. Et ça pose quand même la question, tu la poses justement dans ton enquête, tout ce temps passé sur les réseaux, il a une valeur effective en termes d'intérêt général, on va dire, et en tout cas, est-ce qu'il a un effet sur les potentiels électeurs, ce temps passé sur les réseaux ? Twitter, ça reste quand même un entre-soi, on le sait, on n'a rien inventé, et pas qu'à Montpellier, au niveau national. En France, Twitter reste un entre-soi qui est très consulté par les journalistes et les politiques. Pas que, évidemment, mais ça reste un entre-soi, Twitter. Et clairement, la campagne municipale, elle ne se joue pas sur Twitter. Un sociologue l'avait dit aussi, d'ailleurs dans les colonnes du journal Midi Libre, que le réseau Twitter n'est pas représentatif de l'électorat à Montpellier. Donc c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Et quand on y passe beaucoup de temps sur Twitter, on a l'impression que la vie, elle est là, la vraie vie est là, mais elle n'est pas là, la vraie vie. Et la campagne, moi j'en suis convaincue, elle ne se joue pas que sur Twitter. Très bien, merci beaucoup Cécile, à la prochaine.